avons initié au niveau du CIRAM pour aider les étudiants donc, gradués à améliorer leurs travaux avant de le soumettre à une revue scientifique. Donc c'est vraiment dans cette optique que s'inscrit ce tout premier atelier de la session d'automne 2018. Et je remercie très sincèrement Martin Dumas qui a accepté de jouer le rôle d'expert invité pour cet atelier. Le manuscrit que nous avons reçu, et tous autant que vous êtes ici, je présume que vous l'avez reçu et parcouru et lu en profondeur. Il est proposé par Honoré Bédan sur la philanthropie en Afrique. Il propose de faire un état de l'art de la question. Comment ça va se dérouler? On va lui laisser la parole pour 10 à 15 minutes maxi pour une présentation, donc histoire de planter le décor. Et rapidement, nous allouerons une durée similaire donc à notre expert invité, à la personne de Martin Dumas, qui co-dirige la thèse de doctorat de Honoré Bédan. Il interviendra à distance depuis Victoria pour nous livrer ses commentaires, puis mon collègue Daniel Meyer, Bertrand Yameogo et moi-même qui faisons partie donc de ceux qui animons cet atelier d'écriture. Donc on fera quelques observations avant de laisser la parole pour les questions et échanges scientifiques à mes collègues Marie, Abdoulaye et les autres qui ont fait le déplacement. Voilà le décor qui est planté. On va laisser la parole à Honoré pour nous présenter rapidement son manuscrit sans aller trop dans le détail. Donc vous avez environ 10 minutes pour nous faire cet exposé. Pour permettre à Martin de suivre, donc je vais tourner un peu le... Il n'y a pas de problème. Juste au pied pour que... Oui, c'est un peu en bas là. C'est juste de le placer un peu pour avoir le bon angle. Oui, ça c'est un problème. Ok. Bonjour et merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'ouvrir cette activité. Je ne ferai pas une présentation classique parce que d'abord l'article a été soumis. Je vais juste faire des ajouts par rapport à certaines informations complémentaires. Si je fais une mise en contexte de mon article, il s'inscrit comme je l'ai dit, dans le manuscrit que je vous ai soumis, s'inscrit dans ma thèse, dans la rédaction de ma thèse, sur la philanthropie en Afrique, précisément dans le chapitre 1 de ma thèse. Il est question du Bénin, développement et philanthropie internationale. Au niveau du point 3 de ce premier article, le regard sur la philanthropie internationale. Sous-titre, on a la philanthropie en Afrique et ensemble Québec et le don au Bénin. Donc, l'article que je vous ai soumis, le manuscrit, est basé sur le point 1.3.2, la philanthropie en Afrique. Et comme je l'ai précisé toujours dans le manuscrit, ma thèse est co-dirigée par Simon Langlois et puis Martin Dumas, que je remercie d'avoir accepté. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est tout simplement que la philanthropie, lors de mes recherches, ce constat a été évident qu'il y a peu d'ouvrages sur la philanthropie en Afrique et j'avais eu beaucoup de difficultés. Je remercie Martin qui m'a suggéré beaucoup d'ouvrages. Donc, il y a un autre professeur à l'UQAM qui m'a suggéré d'autres ouvrages dans lesquels et des articles dans lesquels j'ai pu trouver ce qui m'intéresse concernant l'Afrique. Donc, si je suis ici, c'est pour bénéficier de vos suggestions, corrections, recommandations, parce que je suis conscient que je suis dans un processus d'apprentissage, voilà, de formation. Donc, je suis ici non pas pour faire une présentation classique, mais pour vous dire que je suis prêt, ouvert à vos objections et que j'espère que la discussion sera très enrichissante. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au moment où je vous soumettais l'article, il y avait un livre que j'avais identifié, mais que l'Université Laval ne disposait pas. C'est le livre ça a été co-dirigé par Bekin Kosimoyo, que j'ai cité dans mon article là, et puis Aina. Donc c'est Giving to Help
helping to give. Donc, j'ai fait un emprunt interbibliothécaire, donc je ne l'ai pas encore lu, ça va compléter l'article. Bon, autre chose me concernant, c'est que j'ai eu à soumettre aussi l'article aux membres d'un centre de recherche sur la philanthropie à l'UQAM. Donc, j'ai eu à discuter avec eux par rapport à l'article. Et puis, de mon côté, j'ai contacté une revue, si j'avais juste envoyé le résumé, Revue internationale d'économie sociale, donc en France. Bon, c'est ce matin qu'ils m'ont répondu pour dire que l'article les intéresse, si je peux leur soumettre tout le manuscrit complet, donc je n'ai pas encore répondu. Donc voilà là où j'en suis. Puis voilà, ma présentation s'arrête à ce niveau. Puis je vous remercie, je remercie CIRAB qui nous donne cette occasion. Je remercie les profs qui sont ici. Ça fait droit au cœur et puis c'est encourageant. Merci à vous. Très bien. Merci Honoré. Et comme je l'annonçais, donc on va sans plus tarder laisser la parole à Martin Dumas pour nous faire part de ses commentaires et observations par rapport au manuscrit que nous avons reçu. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord tout le monde? Oui, très bien. Je vous remercie de cette invitation. Ça fait toujours plaisir d'interagir, même en public, avec les étudiants qu'on co-supervise. Mais cela dit, je dois vous informer tous que je n'étais pas au courant de cette initiative de Honoré. Je n'avais pas pris connaissance de ce texte avant qu'il me soit soumis par Henri. Et donc c'était un peu une surprise pour moi d'avoir à examiner ce texte et de l'envisager comme éventuellement une publication. À la décharge, juste, je t'interromps 2 secondes, à la décharge de Honoré, c'est vrai, nous avons souhaité avoir des expertises dans la matière et il disait déjà en nous répondant que vous n'étiez pas au courant de cette démarche-là et que vous allez être certainement surpris donc, de, de notre sollicitation. Donc, on est dans le champ. Non, ça veut dire que bon, j'aurais aimé informer Honoré de certaines choses avant de me soumettre, puis c'est bien, ça sera plus à chaud si vous voulez. Mais d'abord des commentaires généraux, pour Honoré essentiellement, parce que vous êtes tous professeurs-chercheurs. Quand on soumet un article à une revue, on s'intéresse d'abord, avant même de soumettre à une revue, on s'intéresse à l'auditoire qu'on cherche à rejoindre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on cherche à vulgariser de la matière pour un auditoire qui est relativement profane? Est-ce qu'on s'adresse à des experts qui connaissent bien le champ, soit de manière générale ou de manière très spécialisée? On peut s'adresser même à des experts qui s'intéressent géographiquement à la philanthropie en Afrique, qui s'intéressent analytiquement à certains aspects de la philanthropie, comme par exemple ses déterminants, son efficacité, sa culture. Vous voyez, il y a plusieurs axes qu'on peut identifier dans le champ de l'étude de la philanthropie. On s'adresse à quels axes? On s'adresse à quel type d'expertise? Alors, je pense, moi, si je comprends bien votre intérêt, c'est davantage d'offrir un texte de vulgarisation. Donc, un auditoire relativement généraliste, n'est-ce pas? Et non pas expert. C'est ce que j'ai compris. Et à mon avis, c'est même nécessaire parce que vous ne vous adressez pas ici à des experts, assez clairement. Cela dit, j'aurais des commentaires un peu plus précis par la suite, mais c'est la première chose à faire. Donc, on ne s'adresse pas ici à un public expert. Mais cela dit, il y a quand même des exigences générales à satisfaire pour tout texte qui soit vulgarisé ou pas. Alors, un des premiers, c'est une question d'attitude lorsqu'on écrit un article, on soumet un article, c'est d'être très critique envers soi-même. Vous devez devenir, et je dis à tous mes étudiants, vous allez apprendre à devenir les plus sévères critiques envers vous-même. Avant même que quelqu'un vous pose une critique, vous allez devancer cette critique. Vous allez chercher à imaginer, à examiner, à explorer toutes les dimensions de votre texte qui peuvent prêter flanc à la critique.
Et en adoptant une attitude comme ça, on s'évite de nombreuses heures de révision, en fait. Et ça, c'est une chose qui, à mon avis, est la plus difficile à apprendre en tant que jeune chercheur. Et c'est à force de se faire dire et de réviser ces textes qu'on finit par bien saisir la portée de cette exigence de base. Donc ça commence aussi avec l'idée d'être très précis dans quoi que ce soit. À chaque fois qu'on écrit une phrase, un mot, on se demande, est-ce que j'ai le mot juste? S'agit-il du mot juste? S'agit-il de l'expression juste? Est-ce qu'une personne qui me lit pour la première fois entendra bien ce que je veux dire en écrivant cette phrase? Oui, c'est des questions qu'il faut se dire constamment lorsqu'on est chercheur. C'est aussi important de se dire pourquoi tel mot figure dans ce texte. C'est aussi important de se demander pourquoi tel mot ne figure pas dans ce texte. D'accord? Alors, c'est une construction, ce texte. Il est le résultat de millions, en fait, de milliers de choix, si on veut. Et probablement de millions, si on savait exactement ce qui se passe dans le cerveau d'un humain qui rédige un article comme celui. Donc, être précis pour éviter tout malentendu. Au besoin de définir des termes de la manière la plus utile possible, c'est-à-dire en ne semant pas la confusion non plus lorsqu'on commence à définir des termes. Au besoin de renvoyer des définitions par d'autres, formulées par d'autres. Et dans ce cas-ci, je serai plus précis tout à l'heure, mais lorsqu'on retient les définitions d'autres, on retient celles qui font autorité généralement. Celles aussi qui ont une certaine valeur politique, dans le sens que plusieurs y renvoient aussi. Si ce n'est pas le cas, on peut citer aussi des définitions qui présentent un certain intérêt. Quelqu'un peut présenter une définition nouvelle de manière très intéressante et pertinente. Il fait référence à cet aspect nouveau dans ce cas-là. Alors, ça c'est pour les aspects définitionnels, on y reviendra tout à l'heure avec des exemples plus précis. Donc ça, ce sont pour des commentaires généraux. Alors, évidemment, il y a des choses que vous savez déjà, Honoré, bien structurer le texte, etc. Ça, c'est... je ne reviendrai pas sur des commentaires aussi généraux que ceux-là. Mais je pense qu'en développant certains commentaires en revisant le début du texte, essentiellement, vous allez bien saisir la portée de tout ça. Donc, j'aimerais vous donner des exemples de ce que j'entends par être plus précis, vous voyez, éviter de prêter le flanc à la critique, avec votre choix pour commencer, le choix des titres, d'accord? D'abord, la philanthropie en Afrique, une revue de littérature. Alors, s'agit-il véritablement d'une revue de littérature? Si vous offrez à une revue scientifique, véritablement scientifique, une revue de littérature, parce que la plupart des revues scientifiques s'attendent à ce qu'on dépasse, n'est-ce pas, le champ des connaissances déjà publiées. On veut que vous apportiez quelque chose de neuf, n'est-ce pas, à la littérature scientifique. Si vous présentez une revue de littérature et que vous contentez d'une revue de littérature, elle doit être relativement exhaustive. Hein? L'éditeur de la revue s'attendra à un travail exhaustif s'il s'agit d'une revision de ce qui a été fait par d'autres et non pas de votre rapport à vous. Et ici, elle n'est pas exhaustive, la revue de littérature. Alors, il faudra peut-être, à mon avis, je vous donne quelques exemples. Je pense aux acteurs René Monnier, par exemple, qui a écrit sur l'Afrique du Nord, sur la philanthropie, même des travaux. C'est un Maussien, hein, c'est un disciple de Morse en Afrique du Nord, c'est d'autres travaux ici comme ça qui auraient pu faire l'objet qui auraient peut-être même été structurants dans ce travail-là. Il ne s'agit pas d'une revue de littérature exhaustive. Cela dit, effectivement, il semble y avoir des lacunes relativement à la publication d'ouvrages sur la philanthropie en Afrique. Il y aurait peut-être lieu, et on en discutera peut-être plus vers la fin, de reformuler peut-être la matière que vous entendez partager avec un auditoire généraliste en offrant peut-être une revue de différentes recherches propres à la philanthropie en Afrique, en insistant sur celles qui sont les vôtres.
je vais tout de suite vous conduire à certaines des sections. À la page 5, par exemple, vous avez comme sous-titre « La philanthropie à la fois comme moyen de financement de politiques sociales, de stabilité de pouvoir et de risque de déstabilisation politique ». Mais sous cette section, ici, sous le sous-titre général de philanthropie nationale en Afrique, vous discutez essentiellement de l'Égypte. Et non seulement de l'Égypte, mais d'un cas étudié par un chercheur qui s'est intéressé à un cas égyptien. Alors ici, c'est une étude de cas, en fait. C'est une réflexion d'un auteur sur ce qu'il a constaté en Égypte. Par la suite, à la page 6 seulement, on tombe sur une étude du Rotary Club de l'Aganta. Et là, c'est au Kenya. Essentiellement le Kenya, n'est-ce pas? C'est une étude de cas ici. Et la suivante, l'autre regard, c'est l'Afrique du Sud. Mais c'est non pas l'Afrique du Sud dans son ensemble, mais c'est une étude de cas sur l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud. Vous voyez? Alors, ensuite, il y a la philanthropie internationale. Alors, je pense que les thèmes, déjà, ils sont beaucoup trop généreux pour ce que vous offrez. Vous offrez des petites études de cas qui sont importantes, qui sont signifiantes, à partir de laquelle même on pourrait peut-être généraliser. Puis c'est une autre question, à savoir si on peut généraliser ou pas. Mais ce que vous offrez, c'est l'espèce de résumé, rapport d'études qui ont été réalisées sur le continent africain relativement à la philanthropie. Mais ce n'est pas une étude exhaustive de tout ce qui s'est fait sur l'Afrique en matière de philanthropie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a autre chose. Est-ce qu'on a étudié les thèses de doctorat qui ont été publiées ou pas sur la question de la philanthropie d'Afrique? Probablement pas. Il y a des moteurs de recherche qui permettent de déterminer, en fait, de chercher à connaître les thèses qui ont pu s'écrire, par exemple, sur la philanthropie en Afrique. Ou sur le don, il faut chercher par mots-clés aussi. Don, philanthropie, vous savez tout ça. Alors déjà, l'emballage est trop généreux pour ce qu'on retrouve. Cela dit, ça n'enlève rien à la valeur dans ce qu'on retrouve et du travail de recherche pour répertorier ce qui a été fait sur le territoire africain. Bon, revenons un peu derrière, parce que c'est sur l'emballage, si on veut, de ce qu'on retrouve. Excusez-moi. Oui, sur l'emballage. Vous pouvez m'interrompre à tout moment, on a réussi. Ok. Bon, par rapport à votre observation, deuxième observation au cas particulier, d'abord par rapport au titre de l'article, moi-même j'hésitais. Est-ce qu'il faut dire un état de l'art? Est-ce qu'il faut parler d'une revue de littérature? Est-ce qu'il faut dire la philanthropie en Afrique, quelques analyses? Voilà, j'avais aussi continué la réflexion de mon côté. Et puis bon, je me dis possiblement la philanthropie en Afrique, quelques analyses. Et puis quand vous parlez de Monnier, René Monnier, effectivement, je l'ai étudié, je l'ai lu, mais je l'ai plus développé dans ma thèse, je l'ai plus développé dans la sociologie du don. Et puis la sociologie du don en Afrique. Donc c'est dans ce cas-là que j'ai exploité son travail. Bon, à travers votre suggestion, je me rends compte que je peux aussi mobiliser ça dans le cadre de cet article-là. Ben, c'est parce que, à moins que vous voulez vous concentrer sur l'Afrique subsaharienne, mais non, c'était aussi l'Égypte. Alors, l'Afrique du Nord, Monnier quand même été intervenu en Afrique du Nord. Alors, oui. Considérez effectivement l'Afrique du Nord également, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Poursuivons. Donc, revenons donc au tout début. Commençons d'abord même par le résumé, si vous voulez, lorsque je dis d'être précis et éviter le plan de critique. D'abord, qu'est-ce que c'est que vous faites la distinction entre la philanthropie en Afrique, qu'elle soit locale ou internationale? D'abord, le mot international, il est choisi pour certaines raisons. Vous avez aussi utilisé le mot transnational. Mais si vous discutez avec des experts ou même des généralistes en sciences sociales généralement ou en politique, lorsqu'ils entendront le mot international, ils vont faire le lien entre, ils vont chercher à faire le lien entre une intervention d'ordre étatique, d'un État envers un autre. Et ici, je ne suis pas convaincu que c'est c'est votre intention en fait. Je pense que ce que vous entendez, c'est plutôt
de faire référence à des dons qui peuvent provenir de l'extérieur du continent africain et voir leur réalisation naître sur le continent africain, n'est-ce pas? Donc, un don qui traverse les frontières, sans forcément passer par l'appareil étatique. Et dans ce cas-là, sauf erreur, hein, mais on parle de transnationalisme, hein? On parle du don transnational, qui traverse les frontières sans faire intervenir l'État étatique. Cela dit, effectivement, il y a des États qui aident d'autres États, mais là, est-ce que c'est de la philanthropie? Ça, là où j'enclais la définition de ce que c'est que la philanthropie. Donc, on parle du développement international avec des dons réalisés par des États envers un autre, mais est-ce que c'est encore de la philanthropie? Parce qu'on parle de ressources privées pour satisfaire un besoin public, et là, ce sont des ressources en principe publiques, n'est-ce pas? Vers un autre État qui est public. Alors, il faudrait donc clarifier ces genres de termes-là, hein, en parlant de philanthropie internationale. Qu'est-ce que c'est que la philanthropie internationale qui serait distinguée de la philanthropie transnationale, qui serait peut-être ici un terme plus juste, à mon avis, et il faudrait peut-être l'expliquer plus avant pour éviter les confusions. Allô? Oui. Ok. Donc, par rapport à cette suggestion, est-ce qu'il faut enlever les adjectifs ou... Par exemple, on dit juste la philanthropie en Afrique. Non, moi ce que je vous suggérais ici, c'est de parler davantage de philanthropie transnationale plus que de philanthropie internationale. Je pense que c'est un peu la conclusion de mon commentaire. Mais de toute manière, Rodrigue, ce que je veux dire aussi, c'est que ici, ce que je vais présenter, c'est quelque chose qui est peut-être valable aussi pour d'autres étudiants. Je pense qu'il y a des étudiants aussi qui nous entendent. Mais nous allons, vous et moi, interagir plus dans le détail, si vous voulez, dans les jours à suivre pour tout ça. Parce que sur la question de la forme, j'aurais nombreuses suggestions à vous faire, hein, que je n'aurai pas le temps de faire ici aujourd'hui. Alors, voilà. Je ne ferai pas non plus une mention dans un résumé du fait que une littérature a été ardument mobilisée, tout ça. Gardez ça pour vous, c'était difficile pour vous. Alors, vous allez dire que c'était, à la page suivante, que c'était même un exercice fondamentalement risqué. Et là, mais ça me fait sourire, je vous assure. C'est pas comme si vous aviez comme sujet étudier l'importance de la loyauté au sein des familles de la mafia. Un exercice fondamentalement risqué. Mais je ne pense pas que faire une littérature sur la philanthropie, il y a de fondamentalement risqué. Ce sont des mots qui, à mon avis, ne sont pas appropriés. Alors ici, par exemple, autrement dit, les travaux sur la philanthropie en Afrique sont en toute vraisemblance moins connus au mieux des cas et considérés comme inexistants dans le pire des cas. Encore là, mais qui considère que la philanthropie est inexistante en Afrique? Oui, à travers mon expérience, voilà, dans le cadre de mobilisation de la littérature en la matière, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, et des personnes que j'ai contactées, voilà, c'est généralement des ouvrages qui n'ont pas lien avec l'Afrique qu'on me recommande, excepté les deux ouvrages, ou deux ouvrages, et puis les autres références de Sylvain Lefebvre. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai eu l'intuition d'écrire de la sorte. Mais je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais à mon avis, ce sont des abus de langage. Pour publier dans une revue, il faut vraiment éviter ce genre d'extrapolation, de commentaires. À mon avis, il n'y a personne de sérieux qui va proposer qu'il n'y a pas de philanthropie en Afrique ou qu'il n'y a pas d'études sur la philanthropie en Afrique. Bon, alors c'est des choses comme ça. Alors, développer ce réflexe de dire est-ce que ce que j'écris est véridique, vrai, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il prête fort à la critique. Alors, gardez ça en tête. Aussi, l'usage des virgules, je vais faire ça c'est bon pour la forme, mais aussi pour la forme. Au centre de votre paragraphe là, de l'introduction,
Je vais poser davantage de plus détaillé pour les toutes premières pages, mais par la suite, je fais plus général. Et c'est pour donner des exemples, l'usage des virgules. C'est une phrase qui suit Afrique du Nord. Là. Il en est de même de l'ouvrage le moins important de Young et al., virgule, qui est, virgule, une étude en Afrique du Sud, qui contient à peine, virgule, une étude en Afrique du Sud. Mais il n'y a aucune virgule qui a lieu d'être là. Non moins important de Young et al., qui contient, alors qui, le pronom relatif qui renvoie à l'ouvrage, qui contient à peine, virgule, qui contient à peine quoi, complément d'objet direct, une étude là. Il n'y a aucune virgule. Similairement, dans le paragraphe qui suit, ces exemples d'ouvrages très importants en réflexe philanthropique, virgule, avant le verbe, montrent à suffisance, virgule, la pertinence. Encore là, deux virgules qui n'ont pas lieu d'être. Alors, pour la forme et pour le fond, revoir tout le texte. Ensuite, est-ce qu'il existe une philanthropie africaine? Vous qui êtes africaniste, est-ce qu'il existe une culture véritablement africaine? Est-ce qu'on peut comparer la Tunisie avec l'Afrique du Sud, le Congo avec le Sénégal? Moi j'en doute, je connais à peine l'Afrique, mais est-ce qu'il existe une philanthropie en Afrique? À mon avis, ce sont des termes encore là qu'on devrait peut-être mettre en guillemets si vous y tenez. Mais je préfère l'expression philanthropie en Afrique, avec plusieurs études de cas, que de parler de philanthropie africaine. À moins que vous fassiez la démonstration qu'il existe des formes d'expression, d'organisation de la philanthropie qui sont communes à tous les pays d'Afrique. Alors ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais je veux dire, préparez-vous à ce débat-là. Poursuivons. Vous critiquez un auteur qui aurait atteint la perfection s'il avait intégré des pratiques philanthropiques internationales sur le continent Matia. Mais là, il ne faut pas critiquer cet auteur qui a fait le choix d'être précis dans son article. Vous voyez, il a bien délimité son champ, il l'a bien fait. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir traité d'autres questions comme de philanthropie dont le don provient de l'extérieur. Il a choisi de ne pas le traiter. Alors, son article n'a pas été parfait, au contraire, il a peut-être été imparfait parce qu'il n'y avait pas suffisamment une page pour bien en traiter. Alors, encore là, ici, vous voyez, c'est commentaire. Peut-être même parce qu'il a bien fait son travail et qu'il n'a pas atteint cette perfection que vous lui reprochez de ne pas avoir atteint. Alors, distinguer effectivement philanthropie africaine, philanthropie en Afrique, on a distingué. C'est à distinguer si vous choisissez d'utiliser les deux expressions. Ah oui, il y a aussi, vous présentez dans votre introduction cette idée qu'il n'y aurait pas suffisamment de travaux sur la philanthropie dans les grands ouvrages sur la question, relativement, qui traiteraient de la question africaine ou de la philanthropie en Afrique. Est-ce que c'est une critique de votre part? Il faudrait peut-être répondre à la question, est-ce que c'est parce qu'il y a trop peu de travaux existants ou c'est parce qu'ils ne seraient pas suffisamment répertoriés? Il y a deux questions différentes, ça. Et le lecteur ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il y en a véritablement peu ou est-ce parce qu'ils sont sous-répertoriés? Alors, c'est vous qui devez, à ce stade-ci, honorer parce que vous offrez une perspective nouvelle, vous devenez l'expert, vous devez montrer que vous êtes l'expert qui pourra répondre à ces questions par, on dit en anglais, you're on top, yeah, you're on top of your knowledge, right? Vous êtes l'expert en la matière, c'est vous qu'on va consulter pour répondre à ce type de questions. Donc, vous devez avoir fait le tour de la question, vous devez savoir si c'est sous-répertorié ou pas. Vous devez savoir si c'est parce que dans les faits, il n'y en a pas suffisamment, malgré que dans les faits, il s'en trouve sur le terrain, n'est-ce pas? Et peut-être expliquer, ça c'est une question, répondre à la question pourquoi c'est le cas, pourquoi il y en a peu, ou pourquoi ils sont sous-répertoriés. Et là, c'est à vous de faire d'autres recherches. Ou peut-être que vous souhaitez ne pas répondre à cette question-là, ou simplement vous la présentez comme un fait, tout simplement, dont on prend connaissance. Aussi, généralement, je suis à la page 3, vous parlez
vous faites référence à une utilité qui serait incontestable à la suite de votre travail préliminaire de recherche. Vous parlez aussi vous faites référence à la page précédente du fait que de ces exemples d'ouvrages très importants montrent à suffisance la pertinence du présent article. Généralement, on ne cherche pas à convaincre un éditeur de la pertinence de ses travaux en utilisant des adjectifs comme ça, ou des adverbes. C'est par le fond de ce que vous allez présenter qu'il lui sera convaincu ou qu'elle sera convaincue de la pertinence ou du fait que c'est incontestable. N'écrivez pas que c'est incontestablement pertinent, parce que je vous dis, si vous l'écrivez, ça met un doute dans l'esprit du lecteur. Il va dire, mais pourquoi c'est écrit ça? C'est peut-être parce que c'est contestable finalement. Non. Alors, démontrer la pertinence de votre travail sans dire qu'elle est incontestablement pertinente. C'est comme si vous aviez un témoin devant un juge, et puis quelqu'un venait dire que ce témoin est incontestablement crédible, madame la juge, parce que blablabla. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Quand un témoin est crédible, ça paraît, on ne dit pas. Je ne mentionnerai pas non plus dans plein cœur de l'article que votre travail est tiré d'un chapitre de thèse en rédaction. Si vous voulez le préciser, je le ferai dans une note de bas de page, mais pas en plein cœur de l'article. Donc, tout dépend de votre introduction. Aussi, présenter de manière plus claire aussi les enchaînements dans votre... même si c'est comme il y a un certain effort fait en ce sens-là, mais la toute dernière phrase de votre introduction nous lance un peu dans le marécage. Mais avant tout ceci, l'approche définitoire nous paraît nécessaire. Alors, on a une idée de ce que vous voulez faire, mais c'est un raccourci immense. Là, je sais pas. D'abord, j'utilisais l'expression peut-être d'approche définitionnelle, mais il faut simplement dire que vous entendez définir certains termes pour justement mieux délimiter le champ de votre recherche à partager ici. Ah oui, par la suite, vous faites référence à des définitions. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous commencez en offrant une définition qui, selon votre propre aveu, est trop laconique. Alors, c'est pas nécessaire de présenter des définitions que vous jugez trop laconiques ou pas suffisantes à votre lecteur. Hein? Alors, mais quel détour? Il va dire, mais par quel détour tu me fais passer, quoi? Lancer une définition qui semble faire autorité. Si vous avez à la critiquer, vous la critiquez. C'est votre choix. Hein? Vous avez la liberté universelle de critiquer ce que vous voulez. Mais commencez par ce qui est le plus utile pour le lecteur. Si une définition est trop laconique ou lacunaire pour un lecteur, ben, à moins que l'exercice soit de présenter une classe étudiante, ce qu'il ne faut pas faire, alors là, c'est pas la chose à présenter à un public généraliste. Aussi, lorsqu'on présente des définitions, je vois, vous faites référence à l'Institut Mallet en bas. À l'Institut Mallet, il y a des chercheurs qui peuvent... L'Institut Mallet, en fait, une espèce de moteur là, qui reprend les études d'autres personnes. Alors, généralement, lorsqu'on cite des chercheurs, on va à la source. Hein. Si il y a des avocats qui travaillent dans un cabinet d'avocats qui connaissent à peu près bien dans la philanthropie et qui peuvent rédiger des choses à l'Institut Mallet. Alors, vous n'allez pas citer l'avocat chez Pascal Martineau qui va se lancer dans une définition de la philanthropie, à moins que vous veuillez la critiquer, mais même similairement pour les blogs de plus tard, vous citez l'auteur, la source. Si l'auteur c'est un individu, un chercheur, vous citez le chercheur. Son passage plus pertinent. Si c'est un institut international, ce sera une organisation internationale. Mais il faut trouver la source la plus crédible. Pas l'Institut Mallet ou le blog. L'Institut Mallet peut faire un résumé de quelque chose, mais dans ce cas-là, il faut l'indiquer. L'Institut Mallet qui fait le résumé de, et là, mentionner la source première de ce que vous entendez faire. Encore là, enfin, l'Institut du Nouveau Monde non plus n'est pas un institut qui est spécialisé en philanthropie.
À mon avis, il avance au terme de définition que vous reprenez à la page 4, quelque chose d'assez gros, qui est très douteux même. La philanthropie est plus grande dans les sociétés inégalitaires, puisqu'elle vient pallier l'absence ou l'insuffisance des programmes sociaux. Ça, à mon avis, c'est une opinion politique. C'est pas basé sur des faits. Regardez ce qui se passe, vous connaissez un peu les champs, là, vous avez lu un peu sur la philanthropie, regardez ce qui se passe en Scandinavie, des pays relativement riches, plus égalitaires que bien d'autres pays, où la philanthropie est relativement avancée. On peut comparer ça avec d'autres sociétés très inégalitaires où la culture philanthropique est peut-être moins développée. Je pense à des régions de l'Inde, par exemple, où il n'y a pas forcément certainement pas plus de philanthropie qu'en Scandinavie et où il y a énormément d'inégalités. Alors, on trouve des contre-exemples rapidement à la dernière phrase de l'Institut Nouveau Monde. Moi, je l'enlève là. Alors, il faut toujours faire gaffe. Hein? Si vous citez des auteurs, des organisations qui elles-mêmes prêtent le flanc à la critique, si vous ne les critiquez pas, c'est comme si vous assumiez un peu les conséquences de leurs écrits et ça peut en fait même entacher votre propre crédibilité. Donc ensuite, vous cherchez à définir international, mais sans faire trop de lien avec l'État. Alors on revient maintenant, je vous rappelle, on viendra à ma critique première sur l'utilisation du mot international, à remplacer peut-être par transnational, bien définir la chose. Et voilà, lorsque vous êtes bien clair, hein, vous distinguez à la fin de votre présentation, vous dites que la philanthropie, c'est peut-être autre chose que le don, parce que c'est peut-être aussi du bénévolat. Et bien sûr, mais si vous avez pris la définition de la philanthropie la plus universellement reconnue, elle devait, à mon avis, sauf erreur de ma part, mais elle devait prévoir la possibilité que le don puisse être un don de temps. C'est un don de ressources, en fait. Et le don de temps, c'est du bénévolat. Le bénévolat est bien évidemment une forme de philanthropie. Et si vous voulez mon opinion personnelle, prendre le temps de discuter avec un sans-abri dans la rue, c'est un acte philanthropique à mon sens. Parce que vous prenez de votre temps et vous le consacrez à le passer avec une personne qui a besoin de votre présence, qui a besoin de parler à quelqu'un, qui a besoin de se faire regarder dans les yeux quelques secondes dans sa journée, parce que généralement, les gens passent en les ignorant. Et c'est ce qui leur cause le plus de souffrance apparemment. Alors, ce sont des exemples d'actes philanthropiques, à mon avis, qui entrent dans la définition de ce que c'est que la philanthropie. Alors voilà, ça c'est pour mes commentaires les plus détaillés. Mais maintenant, par la suite, ce que je vous proposerais, comme vous traitez de l'Égypte, du Kenya, vous voyez, de l'Afrique du Sud, je vous proposerais, dans des échanges plus privés avec moi, de restructurer tout cela et de faire valoir dans votre présentation à l'éditeur qu'il y a relativement peu d'écrits dans la littérature spécialisée en philanthropie qui font état de ce qui se passe sur le continent africain relativement à l'étude de la philanthropie. Et que vous auriez pour, bien modestement, la prétention de partager quelques travaux, résultats de travaux, et décidés par d'autres sur la philanthropie en Afrique et même sur certaines expériences impliquant des dons en provenance d'autres pays de l'extérieur de l'Afrique et que voilà, votre prétention n'est pas d'en faire une analyse poussée sur le plan de la modélisation de tous les attributs, les déterminants, l'efficacité de la philanthropie, mais d'étudier ce que ces études de cas ont à faire, à nous apprendre. Et ceci, c'est à l'extérieur de tout cadre analytique cohérent, en fait. Parce que, et ça, on pourra y revenir, mais si vous entendez plutôt développer un article scientifique pour faire avancer l'état de la philanthropie, l'étude sur la philanthropie sur le territoire africain, mais il faudra structurer bien autrement. On va discuter de savoir si vous entendez faire avancer la science sur l'identification de ce que c'est vraiment que la philanthropie, si ça peut être autre chose que ce qu'on entend généralement,
vous parlez beaucoup d'honorer ça. C'est un aspect qui sera à mettre en valeur dans votre thèse, mais cette philanthropie conditionnelle, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut être un philanthrope en posant des conditions à son don? C'est un peu ça votre marque là, qui va vous distinguer des autres. C'est très intéressant. Cela dit, ne perdez jamais de vue qu'il y a des études très très poussées sur les déterminants de la philanthropie. Pourquoi les gens donnent en fonction de l'âge, l'éducation, leurs ressources matérielles, tout ça. Ce sont les déterminants de la philanthropie. Maintenant, pourquoi on donne? Non, ça c'est ceux qui s'intéressent davantage à la culture, la philanthropie. Comment on donne? C'est les gens qui sont dans le comment, là, ceux qui cherchent à amasser plus de fonds, qui seront alimentés par des recherches sur des gestionnaires du marketing sociétal et tout. Alors, ce sont d'autres perspectives qu'on peut adopter de manière très experte sur le champ de la philanthropie. On peut s'intéresser aussi à la sociologie de la philanthropie, comment ça s'organise, comment des désirs combinés à des valeurs et des normes se combinent à des opportunités et des contraintes pour générer un acte de don qui lui-même aura des conséquences pour le donneur et pour le récipiendaire. Alors ça, ce sont vraiment toute une structure, là, la structuration de l'acte philanthropique dans sciences sociales qui est intéressant d'étudier, mais qui ne fait pas l'objet d'un examen particulier dans votre recherche. Les études de cas que vous présentez ici, elles mêlent toutes ces questions. Vraiment, elles n'identifient pas d'axe très précis. Là. Il n'y a pas de cohérence dans tout ça. Alors, il faudra prévenir votre lecteur que vous n'entendez pas distinguer chacune de ces recherches, à moins que vous entendiez le faire. C'est votre choix. Et ces recherches, elles sont un peu offertes sur un mode très éclectique, si on veut. Elles traitent de différentes problématiques qui peuvent émerger de l'étude de la philanthropie en Afrique. Alors voilà, voilà pour mes commentaires généraux, Honoré. Il faudra, je voudrais, j'aurai sûrement des commentaires plus personnels à faire par la suite, mais ce sont des commentaires que j'entendais partager avec vous pour orienter plus généralement cet article. Et je pense qu'il y a effectivement du matériel à partager, mais de le faire de manière plus prudente et précise. Ok, merci Martin. Je ne peux que te remercier pour tes observations, tes orientations, tes suggestions. Elles seront grandement prises en compte. Donc voilà, je suis dans un processus d'apprentissage, donc je réfléchirai par rapport à tout ce que tu viens de dire et puis comment les exploiter. Et je te recontacterai dans ce cadre-là. D'accord. Et j'espère, je compte bien, moi je vois bien qu'il y aura une publication au terme de tout ça, et j'espère que vous ne prendrez pas trop de risques pour y parvenir. Je vais voir comment les choses se présentent en tout cas. Je vais voir comment ça se présente. Je voudrais juste préciser que pour les travaux mobilisés, les titres là, c'est moi-même qui les ai formulés au regard du contenu de ces travaux-là. Donc, ce ne sont pas des titres des auteurs, donc c'est moi-même qui les ai formulés. Ok, merci Martin. Là, ça me fait